up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui. Je reçois Justine Breton, vous la connaissez, elle est déjà venue très souvent sur la chaîne. Elle était venue la première fois, je crois que c'était pour parler des Monty Python, des Monty Python, parce Tout à que fait. Justine Breton, je rappelle, est docteur en littérature médiévale, maîtresse de conférences en médiévalisme et en littérature comparée à l'Université de Lorraine et membre du laboratoire Sama. Et donc, elle était aussi écrivaine de cinéma. Elle était venue donc pour parler des Monty Python. Je crois que la deuxième fois, c'était au sujet, si je ne me trompe pas, c'était... j'ai un truc de mémoire. Voilà, là, je suis en train de... On C'est avait du dû direct. parler du Moyen-Âge d'une façon ou d'une autre, en tout cas. Exactement, exactement. C'était ça aussi. Je m'en excuse. Je m'excuse pour le coup. Et puis la troisième fois, tu étais venu parler de Camelot, si je me trompe pas. Tout C'était à fait. il y a quelques semaines de cela. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas d'actualité. Et c'est pour ça que vraiment, je te remercie énormément pour ce témoignage, en tout cas. C'est-à-dire que je lui ai proposé de venir parler d'un film qui, je crois, enfin, on a le point commun de bien l'aimer, ce film voilà, qui est Excalibur de John Boorman. Ça tombe bien, l'Excalibur, ça répond un peu, ça épouse un peu tes travaux de recherche, en tout cas. Et tu as accepté gentiment de prendre 3/4 d'heure, 50 minutes de ton temps pour revenir sur ce film. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Comment vas-tu ? Mais ça va très bien et je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre une actualité, hein. Toutes les excuses sont bonnes pour parler d'Excalibur et pour parler de Moyen-Âge et de la légende du roi Arthur. Mais c'est vrai que ce film-là, il a quand même une place toute spécifique pour moi, hein, de façon très personnelle aussi, et effectivement dans l'histoire du cinéma arthurien. Donc voilà, prenons l'occasion nous-mêmes de parler de ce film, tu as bien raison. C'est un film que tu découvres à quel moment de ta vie ? Enfant, adolescente ou jeune adulte ? J'ai eu une enfance difficile, on va dire. C'est que je n'ai pas connu ce film quand j'étais enfant. Le film date de 81, mais c'est vrai que moi, je l'ai découvert en fait assez tard, à la fac, globalement, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la légende du roi Arthur. Je connaissais les textes jusqu'ici, j'avais grandi avec Merlin l'Enchanteur ou avec Camelot aussi, la série qui a fait mon adolescence, hein, globalement. Et, et en fait, j'ai découvert par des amis en commun, d'abord le film Sacré Graal des Monty Python. Alors là, c'était un engrenage terrible. Et du coup, j'ai un petit peu creusé sur le sujet. Ça a donné des années plus tard mon sujet de thèse, parce que j'avais fait ma thèse sur la représentation du pouvoir dans la légende du roi Arthur, et je comparais les textes du Moyen-Âge aux films et aux séries. Donc voilà, il y a des films et des séries qui ont eu une influence toute particulière sur la représentation qu'on a de la légende arthurienne. Et Excalibur faisait partie de ces films. Dès qu'on cherche un petit peu des films à la fois sur le Moyen-Âge et plus spécifiquement sur le roi Arthur, celui-ci est souvent mis en avant, je pense à juste titre, parce que alors ça a été un grand film qui a beaucoup marché, hein, qui a eu un beau succès, mais ça continue à être un film qui est régulièrement regardé, alors parce que voilà, on va en parler pendant tout cet entretien, mais c'est un film qui a l'avantage j'ai envie de dire, de bien vieillir sur plein d'aspects. Et quand on s'intéresse justement à la légende du roi Arthur, c'est une histoire très complète, parce que justement le but, ça va être d'englober l'ensemble de la légende depuis la conception d'Arthur jusqu'à sa disparition. Donc on a vraiment une histoire complète avec ce film, et c'est pas si souvent en fait qu'on a l'histoire d'Arthur vraiment dans cette globalité. Donc voilà, ça a été un jalon assez essentiel. Je l'ai découvert un peu comme ça, presque d'un point de vue professionnel, j'ai envie de dire, en m'intéressant au sujet. Mais je pense que je suis un petit peu tombée amoureuse de Merlin dans ce film, clairement, parce que voilà, il a quand même la classe. Et voilà, après, ça a été un film que je regarde encore régulièrement. Il y a un petit côté, je sais pas, ça me fait penser à un film de Noël. C'est pas un film spécifiquement de Noël. Tu me l'as Mais piqué, celle-là. c'est vrai. Mais voilà, c'est des films qui réconfortent, qui ont ce côté merveilleux dans tous les sens du terme. Donc voilà, que forcément moi j'associe à Noël, à l'enfance, je ne sais pas, alors que je n'ai pas grandi avec ce film. Mais
mais voilà, qui me renvoie un petit peu à ces moments où on a des paillettes dans les yeux à travers toute cette histoire. Oui, bah ça, c'est enfin, quand tu évoques Noël, pour moi, ça me parle beaucoup. Non pas que je l'ai découvert à Noël, mais c'est vrai que tous les ans, pratiquement à la période de Noël, je revois le film. Moi, j'ai découvert le film, j'étais enfant. D'accord. Ouais, mais ça a été vraiment un choc. Alors, on va dire les choses comme elles sont. On va être extraordinairement transparent pour le coup. C'est que, bon, moi, je suis de 76. J'ai dû le voir en 85, 86, donc certainement ou un peu plus tard, je crois, mais j'étais enfant et je pense que Jeune. c'était une diffusion sur la 5 tenue par Berlusconi à l'époque, donc ça remonte à pas mal de temps et en VF, bien évidemment, et en même temps, à cet âge-là, on se soucie pas trop de ce qui est Oui. en VF et ce qui est en VO, mais pour être très transparent, la chose, moi, qui m'avait énormément, alors pas choqué, mais oui, atterré pour le coup, ça va peut-être te faire rire. Et là, je te dis vraiment, la première sensation que j'ai eue en tant qu'enfant, je me souviens, c'est les scènes de sexe. Ah oui, puis il y en a 2-3 dans le film. Et il y en a pas mal. Et d'où l'ouverture aussi. Mais en même temps, ces scènes de sexe, maintenant, avec le recul, quand on finit par travailler aussi sur le cinéma, et notamment sur la dialectique et l'image, on comprend finalement qu'elles ont, comment dire, elles créent un rythme et qu'à Mmh. chaque fois qu'il y a une scène de sexe, quelque chose change dans la narration, mais aussi dans la Ouais. mise en scène du film. Mais moi, ça m'avait énormément marqué. Et la deuxième chose qui m'avait marqué, vu que je suis pas trop un enfant de Walt Disney, mais je me souviens quand même de l'adaptation disneyenne de Merlin l'Enchanteur, et bien là, pour le coup, je trouvais Merlin très humain finalement, Mmh. parce qu'il n'était pas si gentil que ça. Je me souviens très bien des termes que j'utilisais à cette époque-là. Et voilà, ça c'est quelque chose, voilà ce que moi c'est pour ça que je te posais la question par Ouais. rapport quelle étape de ta vie tu as. Moi, c'est l'enfance et ça a été ça a été vraiment très dur, très très dur. Ouais. On s'en remet pas trop de ce film-là parce qu'on Ouais, ne il y a comprend des pas grand-chose. Et puis surtout, ouais, et après je me tais, mais surtout on a comme base, comme exemple Disney. ouais, En tout cas, forcément. les gens, les jeunes, enfin les enfants de ma génération, nous avons Disney. Et Mmh. bon, et c'est vrai que c'est assez complexe. Je sais pas par rapport à cela, qu'est-ce que tu pourrais en dire pour le Mais coup? moi, enfin, ça m'étonne et en même temps, je comprends. C'est que, tu vois, moi, j'associe, à l'enfance, à ce côté merveilleux, mais de fait, c'est pas un film adapté à un jeune public et on a des scènes, assez violentes. Alors effectivement, il y a les représentations, on a plusieurs scènes de sexe, alors avec tout en plus la conception, ce qui va nous donner la conception d'Arthur, où on a le personnage d'Uther qui prend l'apparence, je spoil forcément, Oui, tu peux, c'est le tout début du film, tu peux, pas de souci. euh, qui prend l'apparence donc du duc de Cornouailles, de Cornwall, pour pouvoir passer la nuit avec Igerne, pour pouvoir abuser d'elle, parlons dans les termes voilà, réels, Mmh. puisqu'elle elle pense coucher avec son mari alors qu'en fait c'est un usurpateur. Et on a cette scène qui est très dérangeante parce qu'en plus elle est vue. Alors il y a une forme de violence dans l'assouvissement de la passion, etc. Et en plus c'est vu aussi à travers le regard de la petite Morgane qui comprend que l'homme qui est là n'est pas son père et qui en plus assiste à cette scène assez brutale avec les flammes en arrière-plan, etc. Et en plus, moi, dans tout ça, il y a la médiéviste qui est toujours dans un coin de la tête, voilà, Oui, qui est là en disant bah oui, d'accord, et je comprends la passion amoureuse, etc. Mais il prend même pas le temps d'enlever son armure, en fait. Et on a une scène un peu dérangeante qui n'a complètement. aucun sens d'un point de vue physique, d'un point de vue mécanique de l'armure, qui est de ce personnage d'Uther Pendragon qui va coucher avec Igerne, à Ygraine, en armure complète. Je pense que ça demande quand même une certaine endurance, une certaine souplesse, malgré tout, et je suis pas sûre que ça soit agréable pour qui que ce soit dans l'histoire. Mais donc voilà, il y a plein de choses dérangeantes en plus dans cette toute première scène. On a plusieurs scènes comme ça qui, effectivement, pour un jeune public, peuvent être assez dérangeantes. Et moi, je me souviens de ma réaction, et encore une fois, quand j'étais adulte, mais vis-à-vis de une scène tout à la fin, quand le personnage de Morgane va perdre sa beauté, va perdre sa jeunesse d'un seul coup et se retrouve complètement vieille, complètement flétrie, comme un cliché de sorcière de conte de fées. Et Oui. justement, ça m'avait renvoyé à Blanche-Neige.
là Ah de oui. Disney, dessin animé que j'ai vu enfant et qui m'a traumatisée, sur cette transformation justement de la sorcière belle, mais avec une beauté très froide et terrifiante, qui devient ensuite cette sorcière cliché. Là, on retrouvait tout ça avec encore une fois cette violence, parce qu'en plus, c'est vu encore une fois à travers le regard alors, d'un jeune homme, mais qui reste son fils, qui est Mordred. Et donc, à chaque fois, il y a une espèce d'accumulation d'aspects dérangeants. Voilà, c'est pas simplement que ça fait peur, c'est qu'il y a un côté très dérangeant dans ces scènes-là. Et ouais, je me dis que pour un jeune public, ça doit être un petit peu difficile. Si vous aimez les chevaliers et que vous voulez montrer des films de chevaliers à vos enfants, ne commencez pas par Excalibur, hein, peut-être. Bah, moi, je vais commencer par une question que j'aurais dû te poser à la fin de cette émission, mais ça peut être intéressant parce que d'emblée, on peut installer le dispositif de la résonance avec la société contemporaine. Bon, la question va être formulée autrement, mais parce que pas besoin de tergiverser. Le film est fait dans les années début 80, enfin fin 70, commence à être pensé, tourné, monté, tout ça. Puis c'est début 80, mais le film parle quand même de la société contemporaine. Donc, en quoi, pour le coup, Excalibur nous parle-t-il davantage donc de l'époque, c'est-à-dire du XXe siècle, parce qu'on est en 1981, que du Moyen Âge réel? Et là, oui, effectivement, j'en appelle à la médiévaliste pour le coup. Effectivement, c'est quelque chose qui est récurrent dans ce qu'on appelle le médiévalisme, c'est-à-dire la représentation ou l'usage du Moyen Âge à une autre époque que le Moyen Âge, et notamment dans notre époque contemporaine. Quand on met en scène le Moyen Âge ou quand on va convoquer une image qui vient du Moyen Âge, c'est toujours pour parler de nous avant tout. Très égocentrique. Voilà, c'est des caractéristiques de l'être humain aussi, je pense. Et ce qui fait que on va certes mettre en scène le Moyen-Âge, mais c'est toujours un prétexte avant tout pour parler de nos propres considérations, de nos propres enjeux, de nos propres revendications aussi sociales. Et le Moyen-Âge, ça va servir à la fois de filtre pour mettre à distance et en même temps pour pouvoir représenter nos sociétés avec un certain recul, une apparence de recul. Donc on va toujours, dans ces cas-là, mettre en scène le Moyen-Âge pour mieux parler de nous-mêmes. Et un film comme Excalibur, et tu le disais, ça, Boorman commence à y réfléchir dans les années 70. Les années 70, bon, aux États-Unis, entre les conséquences de la guerre du Vietnam, etc., on a quand même des enjeux politiques et sociaux qui vont vraiment marquer toute une génération. Et c'est aussi un moment où on va alors avoir des revendications justement politiques, généralement contre la guerre ou au contraire avec une volonté de glorification de la guerre. Et les récits de chevalerie sont excellents pour ça parce que ça permet de faire les deux à la fois de mettre en scène la beauté des combats, cette dimension héroïque de la camaraderie des chevaliers ensemble, etc. Et en même temps de montrer toute la violence que ça implique et la perte de tout, la perte de magie, paradoxalement, et cette espèce de déshumanisation aussi qui va avec la guerre. Donc on a toute cette influence-là, et on va avoir toute une partie de la population, notamment aux États-Unis, qui va aussi se tourner vers la fantaisie, le genre de la fantaisie, pour essayer de redonner du sens, redonner du merveilleux dans ce monde qui en manque cruellement. C'est l'époque où, aux États-Unis, Le Seigneur des Anneaux va être publié en version poche aussi. Et alors, ça va être un carton absolument incroyable qui va relancer, bien sûr, les ventes des livres et qui va donner l'accès à toute une génération aussi à cette littérature. Le Seigneur des Anneaux, il y aura le développement énorme de jeux de rôle comme Donjons et Dragons, etc. Donc voilà, il y a toute une veine à ce niveau-là. Mais si je parle du Seigneur des Anneaux, c'est pas anodin hein, dans le cadre de ce film. Boorman, avant de réaliser Excalibur et cette histoire sur le roi Arthur, il voulait mettre en scène le Seigneur des Anneaux. Il voulait adapter en film le Seigneur des Anneaux. Et ça ne s'est pas fait pour des raisons de droit, hein, principalement, des questions d'autorisation, puisque voilà, il y avait toutes des négociations qui étaient en cours, mais il avait commencé à écrire son adaptation, il avait commencé à mettre en place des éléments de décor aussi, ce qui fait que on se retrouve en fait dans le film Excalibur avec cette teinte de fantaisie qui est très marquée, parce que de fait,
avant d'être l'histoire du roi Arthur, c'était l'histoire de Frodo et de toute la fraternité de l'anneau. Donc, on retrouve quelques éléments de décors qui, effectivement, pourraient nous faire penser à des décors issus de l'univers de Tolkien. On retrouve des répliques aussi qui semblent presque copier-coller une première version du script quand Arthur, alors je vais le dire en français, mais quand Arthur dit à Merlin, après une bataille et après leur victoire, ta sagesse a forgé cet anneau, en évoquant le cercle de chevaliers qui sont autour. On se demande en fait pourquoi il vient parler d'anneau là, à ce moment-là. Mais de fait, quand on a l'histoire du film, on se rend compte que voilà, on a des scènes qui ont été pensées pour une autre histoire, mais où on retrouve finalement beaucoup de points communs. Et à la fois cette notion de camaraderie, cette notion d'union, j'ai envie de dire presque l'union fait la force, pour lutter contre une force maléfique, que ce soit Sauron ou Mordred. En fait, on est un peu sur la même dynamique. Et malgré tout, on a aussi à chaque fois les limites de ce contexte guerrier, de cette glorification de la guerre à outrance, qui va nécessiter de trouver une autre solution, puisque ce n'est pas la force armée, globalement, qui pourra mettre un terme à tout ça, c'est de trouver le Graal. Et de fait, entre trouver le Graal, la destruction de l'anneau, etc., on a plein de parallèles qui vont permettre de questionner, tout simplement, questionner cette représentation de la chevalerie, cette représentation oui, c'est ça, du conflit, de façon générale. Je trouve que c'est un film qui représente bien toute cette atmosphère, justement, des années 70, du tout début des années 80, où on a bien conscience qu'on est confronté à un monde violent, mais où on a conscience aussi des limites de cette violence et de ce besoin qu'on a de retrouver du sens ou de réinjecter du sens dans d'autres choses. Et en l'occurrence, je trouve que Boorman s'en sort pas mal, clairement, dans ce film. Et encore une fois, je trouve que le film vieillit bien et qu'il continue à nous parler énormément. Alors, à croire qu'on est toujours dans des contextes un petit peu tendus et qu'on a toujours besoin de réinjecter du merveilleux dans notre quotidien. Mais finalement, on se rend compte que Excalibur continue à nous parler quand même beaucoup de notre quotidien, même, j'allais dire 20 ans, ou 30, 40 ans après, mon Dieu. Ça fait mal, Oui, ça. ça fait mal, mais si on commence à bien décortiquer les faits et gestes de chacun des personnages, par exemple, dès le début du film, la magie de Merlin, elle peut faire peur autant qu'elle impressionne. Et je me Oui. suis posé la question, qu'est-ce qui fait que Boorman ait besoin de montrer la magie comme une force qui serait dangereuse, mais aussi politique? Il montre cet aspect-là, mais à chaque fois, si tu regardes bien, on voit que c'est une magie. Merlin parle tout le temps du dragon, Le fameux que dragon, oui. la magie est liée au dragon, au souffle du dragon, et on comprend que le dragon est lié à la terre, à la nature. Il y a toute cette dimension-là aussi. Donc il y a une logique politique, mais une logique politique qui est toujours liée au rapport, j'ai envie de dire, de l'être humain à la nature. Lorsque voilà, on a cette alors il y a plusieurs scènes, mais on a plusieurs scènes où on comprend qu'en fait on a une adéquation presque parfaite entre Merlin et la nature et le dragon, puisque quand il convoque le dragon, ensuite Merlin doit se reposer. On a cette association entre les deux. La magie permet de grandes choses, mais prend aussi énormément de choses, tout comme la nature. C'est ce que Merlin rappelle sans cesse. Et dans la suite du film, on se rend compte que et ça c'est une image qui est très fréquente au Moyen-Âge, mais que Boorman reprend ici, le pouvoir politique d'Arthur est aussi lié à cette question du royaume, de la santé du royaume et de la nature qui l'entoure. Quand Arthur est en déclin, quand son pouvoir vraiment faillit, parce que voilà, quand son pouvoir fait défaut, toute la terre se met à dépérir de partout. Alors, les chevaliers partent tous dans des états un petit peu... le pauvre Lancelot devient une espèce de pèlerin absolument insupportable. Mais il va falloir attendre que Perceval trouve le Graal, que le Graal soit apporté à Arthur
pour que Arthur retrouve des forces, redevienne un roi et une force politique forte, en même temps que la nature refleurit, que la nature, on a le terme au Moyen-Âge qui est la reverdie. Ce moment où le printemps revient globalement, où tout se remet, tout redevient vert et où les fleurs se remettent à pousser un petit peu partout. Et là, c'est vraiment ça auquel on assiste, c'est une adéquation entre le roi et son royaume à travers cette image de la nature. Quand Arthur est un roi faible, la nature dépérit. Quand Arthur est un roi fort, la nature redevient glorieuse et protectrice aussi. Et donc, on a une espèce de superposition de tous ces enjeux, la magie, la politique, la nature, en montrant que ce ne sont pas des éléments séparés, qu'on a besoin de les prendre, de les considérer tous ensemble pour pouvoir avancer et pour pouvoir construire quelque chose. C'est quelque chose qu'Arthur oublie pendant un temps de son règne, et il faut justement tout le sacrifice de ces chevaliers pour qu'ils puissent retrouver un petit peu cette dynamique. Et je pense que justement, hein, dans la veine du développement du mouvement hippie qu'on va avoir, on va avoir aussi tout un développement de ce qu'on appellerait aujourd'hui une conscience écologique à grande échelle dans notre monde occidental, au moins en tout cas. D'autres régions du monde qui étaient un peu plus en avance que nous sur ces enjeux. Mais il y a cette dimension-là aussi qui apparaît. On n'est pas encore sur un discours ouvertement écologique suggérant qu'il faut protéger la nature, etc. Mais on a une forme de sensibilité qui transparaît et qui montre que la nature est liée au bien-être humain, est liée à la politique, est liée à tout ce fonctionnement, en fait. Et que donc, on a besoin alors ça va être très bisounours ce que je veux dire, on a besoin de fonctionner en harmonie et de tenir compte de cet environnement qui nous accueille. Et c'est vraiment dans la seconde partie du film qu'on a vraiment cet aspect-là, à travers les aspects très, très marqués du déclin et du renouveau d'Arthur, parce que en plus, ça nous permet des scènes absolument magnifiques, mais voilà, qui permet de vraiment établir un contraste très net entre ce qui pourrait arriver, cette espèce de pollution environnante, cette espèce de situation où tout est décrépit, tout est en lambeaux, et à l'inverse, avec les efforts et cette espèce de communion entre l'être humain et la nature, on peut retrouver un moment glorieux à la fois pour l'être humain et pour la nature. C'est beau hein, comme message, il faut y croire. C'est beau, et puis visuellement, c'est très très beau aussi dans le film. Mais d'ailleurs, Boorman s'appuie sur quel texte pour écrire son scénario? Alors, cette histoire de la reverdie, c'est quelque chose qu'on a un peu partout, régulièrement dans les textes arthuriens notamment. On a ça chez Chrétien de Troyes, par exemple. Et très régulièrement, on va avoir dans les textes de Robert de Boron, par exemple, qui est un autre auteur du Moyen-Âge, l'idée de l'association entre le roi et sa terre. C'est l'image qu'on va retrouver après bien plus tard, hein, chez Eliot, par exemple, cette image de la terre gaste, la terre vaine, l'idée que si le roi est faible, son territoire va être faible. Et au cours du XXe siècle, c'est des textes qui vont beaucoup faire écho à ce qui est devenu l'Europe suite aux différentes guerres mondiales notamment, et ce qui est devenu le monde suite aux bombes atomiques. Donc on va aussi chercher dans ces textes du Moyen-Âge cette question-là et ce rapport à l'environnement. Mais de façon plus précise, Boorman, quand il écrit Excalibur, il s'appuie sur un texte bien spécifique qui est presque, j'ai envie de dire, un best-seller au Moyen-Âge, qui est le Mortet d'Arthur de Thomas Malory. C'est un texte qui est composé dans la seconde moitié du XVe siècle et qui va en plus bénéficier du développement de l'imprimerie, puisqu'on a William Caxton qui va faire une version imprimée en 1485, ce qui fait que c'est un texte qui va beaucoup se diffuser dès le Moyen-Âge et qu'on continue en fait à connaître aujourd'hui. L'avantage de ce texte, outre le fait que c'est quand même assez bien écrit, hein, soyons honnêtes, c'est Thomas Malory, il a une écriture qui est très sensible par moments et je trouve très, très poétique, même s'il a tendance à... Il écrit, voilà, à la fin du XVe siècle, il écrit pour parler de chevalier à un temps où la chevalerie telle qu'il l'a rêvée est en train de disparaître ou a disparu. Donc, il y a une espèce de nostalgie comme ça vis-à-vis de la légende arthurienne
un temps où tout était plus glorieux, où les combattants étaient plus valeureux, où tout le monde avait de l'honneur, etc. Donc voilà, il y a cette écriture-là. Mais en plus de cet aspect de style ou cet aspect littéraire, du point de vue de l'histoire qui est racontée, Thomas Malory, c'est quelqu'un qui va compiler un petit peu les textes qui existaient auparavant, parce qu'on avait plein de versions de la légende du roi Arthur et de ses différents chevaliers. J'ai parlé de Robert de Boron, j'ai parlé de Chrétien III, on avait Geoffroy de Monmouth, enfin, on avait des contes gallois, etc. Il y a plein de sources en Europe occidentale. Et Malory compile un petit peu tout ça pour donner une cohérence à l'histoire dans son ensemble. C'est-à-dire que chez Chrétien III, on voit Arthur qui est un roi plus âgé, qui est clairement un peu vieilli, qui reste plus dans son château pendant que ses chevaliers partent à l'aventure. Chez Geoffroy de Monmouth, on a à l'inverse un Arthur qui est encore jeune, qui arrive au pouvoir, et on a un peu tout son côté conquérant qui va apparaître. Et ce que fait Malory, c'est que lui, il va prendre l'ensemble de ces textes et il va les organiser, les réécrire de façon à leur donner une cohérence. Donc c'est la première fois qu'on va avoir un texte très complet qui débute à la conception du roi Arthur. Ça passe un petit peu sous silence son enfance, on n'a pas grand-chose, ça n'intéresse pas Malory. On retrouve Arthur, jeune homme, au moment où il va retirer l'épée du rocher. Et on va suivre ensuite toute l'histoire du roi Arthur, la conception de la table ronde, on va suivre des histoires parallèles sur certains de ses chevaliers, on va avoir l'histoire de Tristan et Iseut, par exemple, qui est aussi une histoire liée à ce contexte arthurien, mais où on n'a pas directement le roi Arthur, par exemple. Et il va vraiment faire un ensemble comme ça, incluant la quête du Graal jusqu'à l'affrontement d'Arthur contre son fils incestueux Mordred, et jusqu'à la disparition d'Arthur, avec cette idée que avant de mourir, ou en tout cas avant d'être emporté par des fées sur l'île d'Avalon, Arthur j'ai envie de dire, se débarrasse de son épée, plus exactement, demande à un de ses chevaliers de lancer son épée dans l'eau pour qu'elle retourne là d'où elle vient, globalement. Petite précision, sachant que chez Malory, et comme chez beaucoup d'auteurs du Moyen-Âge, Arthur a 2 épées. Voilà. Il y a l'épée dans la pierre, celle qui lui permet d'être roi, et il y a une épée qui lui est offerte par la Dame du Lac. 2 épées différentes que petit à petit, à force de réécriture, on a généralement mixé, on a fusionné en une seule épée, parce que c'est plus dramatique aussi, et ça permet d'avoir quelque chose un symbole beaucoup plus marquant. Mais en fait, Boorman va vraiment reprendre toute cette structure. Il élague pas mal de choses parce que le texte est quand même très long, malgré tout. On n'a plus l'histoire de tous les chevaliers, de tous les frères de Gauvin, par exemple, parce qu'il a quand même une sacrée fratrie. On n'a plus les frères Balin et Balan, qui ont une histoire tragique qui est absolument magnifique. On n'a plus véritablement Tristan et Iseut, mais je trouve que Boorman a été très astucieux, c'est que il n'intègre pas l'histoire de Tristan et Iseut parce que déjà il n'a pas le temps dans son film, et que c'est une histoire qui malgré tout a beaucoup de parallèles avec l'histoire de Lancelot et Guenièvre, ce triangle amoureux avec un roi cocu, du coup Arthur d'un côté, le roi Marc de l'autre. On retrouve quand même beaucoup de points communs entre les 2 histoires, parce que c'est une histoire qui plaît au Moyen-Âge. Mais Boorman, il fait quand même un clin d'œil, malgré tout, dans le film, quand on a toute la séquence où Guenièvre retrouve Lancelot dans les bois, et qu'ils vont vivre, ils vont dormir et coucher ensemble dans la forêt. On a en fait dans l'histoire de Tristan et Iseut tout un épisode où Tristan et Iseut fuient dans la forêt, alors pour plein de raisons, mais notamment pour vivre leur amour, et le roi Marc finit par les trouver. Le roi Marc étant extrêmement suspicieux de voir sa femme dormir avec quelqu'un d'autre, globalement, ce que je peux comprendre, mais dans la scène, en fait, Tristan s'était allongé et avait posé son épée à côté de lui, ce qui fait que son épée était posée entre lui et Iseut. Et le roi Marc, quand il les observe, il constate qu'il ne s'est rien passé entre eux, puisqu'ils dorment de part et d'autre d'une épée. Voilà. Il y a l'épée qui les sépare. Et on va retrouver en fait ce clin d'œil-là dans le film de Boorman, puisqu'on va avoir aussi
une épée qui joue un rôle important, plantée cette fois entre Lancelot et Guenièvre. Alors, dans le cas du film de Boorman, Arthur est beaucoup plus conscient des réalités. Et de fait, quand il trouve sa femme et son chevalier nus ensemble dans la forêt, il y a moins de doutes à avoir. Mais on retrouve en fait cette image de l'épée plantée entre les deux, qui est un clin d'œil ici à la légende de Tristan et Iseut, avec des conséquences beaucoup plus tragiques dans le cas du film de Boorman. Mais voilà, c'était une façon malgré tout d'intégrer cet élément de l'histoire tout en évinçant complètement l'histoire de Tristan et Iseut. Donc voilà, il y a une belle lecture quand même, mais très précise du texte de Malory dans ce qu'a pu en faire Boorman ensuite. Moi, je me souviens de 2-3 plans avant cela, d'ailleurs, avant que Arthur rejoigne donc son meilleur ami et son épouse. Ils sont, je crois, en haut du château et il est en train de discuter avec Merlin et il lui demande à Merlin où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'ils sont ensemble? Et il lui répond en quelque sorte, si je me souviens bien, mais tu le sais déjà. Donc, tout cela est assez étrange. Revenons un peu à Arthur et non pas à l'introduction du film, mais un peu plus. Mais quand on le retrouve écuyer pour le coup. Et moi, je me pose cette question est-ce qu'à un moment le film est-ce que le film dans son ensemble ne serait pas une sorte de récit d'apprentissage, ou alors est-ce que le film dans sa construction narrative englobe plusieurs genres liés, que cela soit le récit d'apprentissage ou plusieurs genres qui seraient liés peut-être au Moyen-Âge ou à la littérature. Ce qui est une espèce de, comment je pourrais dire ça, de conjugaison comme ça de genres qui intéressait Boorman et qui voulait retranscrire dans le résultat final. Oui, tout à fait. Je pense que on retrouve en fait ce côté, alors, qui ne fait pas juxtaposition. On a plein de styles et plein de types de récits en fait qui vont alterner, mais aussi parce que justement on suit toute l'histoire d'Arthur et il y a un peu l'idée que tout au long de sa vie il y a différentes phases et ça va donner différents types de récits, de l'ascension au pouvoir jusqu'à sa chute, ce qui fait qu'on va avoir des aspects de films de guerre au début et à la fin d'ailleurs, qui encadrent tout à fait le film. On a des éléments qui rappellent plutôt une comédie romantique dans sa rencontre avec Guenièvre et vraiment le développement de leurs sentiments amoureux où ils sont jeunes tous les deux et Merlin qui lui fait cette remarque sur les biscuits, les gâteaux cuits par Guenièvre. Il les a fait spécialement pour lui, etc. Mais il faut se méfier parce que tant qu'on les a pas mangés, on ne sait pas. Et une fois qu'on a croqué dedans, c'est trop tard. Et voilà. Et il croque. Donc, non, mais ça. attendez, pardon, attends, il y a aussi autre chose. Faut pas. C'est quand même un film parfois qui peut être assez drôle, surtout quand c'est Merlin. Mais parce qu'à un moment, Arthur demande à Merlin est-ce qu'il est possible peut-être de faire en sorte d'utiliser la magie pour qu'elle et moi on puisse. Et il a cette réaction. En VF, c'est génial. Parce que je me souviens beaucoup plus en VF où il dit non, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai dormi 9 lunes, c'est pas possible. Voilà. Je ne vous comprendrai pas, vous les humains. C'est ça. Et donc, on a ce Merlin qui amène à la fois ce côté très léger dans plein de remarques assez décalées et en même temps très, très conscient de ce qui se passe. Et en même temps, on va avoir le film qui bascule dans la tragédie, voire presque dans l'horreur, dans certaines scènes, justement autour de Morgane. Beaucoup, on a plein d'aspects très, très terrifiants autour du personnage et de ce qu'elle peut faire, avec la magnifique interprétation d'Hélène Mirren, bien entendu. Donc on a plein de styles comme ça qui permettent des transitions progressives, justement à mesure que l'histoire se complexifie aussi. Par contre, je trouve qu'on a quand même moins cette dimension récit d'apprentissage, parce que, ou alors au sens où on continue d'apprendre tout au long de la vie et qu'il y a cette idée de longue continuité, mais récit d'apprentissage, comme on peut l'avoir par exemple dans toute cette tradition de la littérature de jeunesse, ça c'est assez limité dans la version de Boorman, déjà parce que simplement c'est très limité dans la version de Malory aussi. On retrouve Arthur une fois qu'il est écuyer. On a eu sa naissance, il a été conçu, il est né et dès sa naissance, Merlin l'emporte
l'emporte loin pour qu'il soit élevé en fait loin du terre notamment et de son influence qui va être négative. Donc on passe en fait complètement sous silence ces années de formation, ces années où il va être éduqué par son père adoptif, où il va suivre Kay, son frère adoptif aussi, frère de lait. Donc on n'a pas du tout cet aspect-là. On a quelques bribes justement au moment où cette famille arrive au tournoi et où on a quand même la figure très paternelle d'Hector qui va pouvoir lui dire écoute bien ce que je te dis, écoute ton frère, sois là pour le servir, etc. Donc on a des moments aussi de l'impulsion de la jeunesse d'Arthur qui envisage de voler une épée quand il se rend compte qu'il a oublié l'épée de son frère. Donc il tente des choses comme ça, mais globalement on ne le voit pas véritablement apprendre de ses erreurs, on ne le voit pas être formé, que ce soit par son père adoptif ou par Merlin. Il pose 1 million de questions à Merlin qui ne lui répond pas, globalement. Et en fait, on se rend compte que Arthur, quand il va apprendre des choses, il va beaucoup faire son apprentissage, j'ai envie de dire, par lui-même, avec ses propres erreurs aussi, mais avec ses propres trouvailles assez brillantes. En trouvailles brillantes, on a justement le moment où il se retrouve confronté, juste après avoir réussi à retirer l'épée du rocher. Il est acclamé par certains en tant que roi, mais il faut le faire accepter de l'ensemble des seigneurs, de l'ensemble des barons. Et ça, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, d'autant qu'il n'est pas chevalier, que c'est un jeune gamin qui sort de nulle part. Donc, il faut faire accepter, et notamment au chevalier, au seigneur Urien, qui ne veut pas le reconnaître. Et on a ce moment où Arthur va être extrêmement audacieux et va avoir cette espèce de confiance naïve de la jeunesse, mais qui montre aussi le côté très original du personnage par rapport aux autres seigneurs. C'est que, alors qu'il tient son ennemi en joue, on pourrait dire qu'il pourrait tuer le seigneur Urien et mettre un terme à cette rébellion contre lui, il tend son épée à Urien pour lui demander de l'adouber. Et c'est-à-dire qu'il se met lui-même en position, de prêt à être attaqué, puisqu'il confie son arme à celui qui était son ennemi, montrant que justement, il a confiance dans la construction d'un meilleur monde, etc. Donc c'est très beau sur le papier, c'est très beau parce que Urien a cette noblesse et estime qu'il reconnaît dans ce geste d'Arthur cette espèce de caractère du roi Uther. Au passage, vu tout ce qu'on a vu d'Uther, on ne le voyait pas trop dans la générosité, dans l'ouverture. C'était pas trop l'ambiance. Mais tu ne penses pas que c'est l'épée qui le forme comme ça? C'est plutôt l'épée qui le forme, parce que quand Urien pourrait tuer Arthur, mais c'est comme s'il est maîtrisé par l'épée. J'ai toujours eu cette sensation que l'épée, finalement, forme Arthur. Alors oui, c'est une possibilité. C'est vrai que j'aime moins cette lecture parce que ça veut dire que tout ce qui est mis en place par Arthur ou par tout le royaume qu'il construit, c'est uniquement lié à la magie et pas du tout lié à ce qu'en font les êtres humains. Donc ça perd une partie d'agentivité de ce caractère exceptionnel d'Arthur. Mais c'est aussi une lecture, mais par contre, on a aussi toute la scène où Arthur va casser son épée. Exactement. Mais la chute d'Arthur, c'est lié à la magie. Quand Morgane prend les traits de Guenièvre c'est lié à la magie aussi, tout cela. C'est très... Oui. Mais j'y vois beaucoup plus un geste politique de la part d'Arthur lorsqu'il voit Urien, il dit « Prends mon épée et adoube-moi en tant que chevalier ». J'ai l'impression de voir vraiment un politique pour le coup. C'est ça, c'est un geste très fort, c'est un geste qui est audacieux, qui est risqué du point de vue du combat martial, mais qui permet justement aussi de montrer son honneur, sa bravoure face à des chevaliers. Et c'est aussi une façon de reconnaître que justement, il a des choses à apprendre. Parce qu'il dit, certes, je ne suis même pas chevalier. Donc, il demande à Urien de l'adouber. Et je trouve que s'il y a une formation d'Arthur, elle se fait comme ça, c'est-à-dire, il se forme lui-même. Parce que finalement, Merlin le guide vaguement, mais c'est à peu près tout. On le laisse beaucoup se débrouiller. Et je trouve que c'est ça revient assez régulièrement dans le film. Je pense aussi au moment où, avec un personnage qui fonctionne clairement en parallèle d'Arthur, qui est Perceval.
Perceval, on a le même principe, hein, c'est un jeune écuyer naïf qui ne connaît pas grand-chose et qui va suivre Lancelot jusqu'au château de Camelot. Et là, on pourrait croire que justement Lancelot va le prendre sous son aile et va le former pour qu'il soit son écuyer, etc. Globalement, Lancelot l'amène à Camelot et lui dit tiens, va aux cuisines et trouve un métier là-bas, va te former comme ça. Donc on a un peu le même principe de on oriente les personnages, on oriente ces jeunes hommes pour qu'ils puissent ensuite par eux-mêmes trouver leur voie et prouver leur valeur. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans la logique médiévale parce que il y a cette idée que quelqu'un qui est noble, ça se verra tout de suite. Voilà, il y a un des frères de Gauvin comme ça qu'on surnomme Beaumain, qui se fait engager aux cuisines en fait. Et en fait, on se rend compte qu'il est noble de sang, mais aussi de cœur, parce que il a les mains, il a des jolies mains, pas usées par le travail aussi. Donc voilà, et ça c'est une idée qu'on a beaucoup. Mais je pense que dans une logique plus proche de celle de Boorman et proche de la pensée des États-Unis, il y a aussi un petit peu une idée de self-made man, cette idée qu'ils ont un caractère fort et que c'est par ça et par leur propre action qu'ils arrivent à faire des choses. Alors, avec toutes les nuances que ça oblige à avoir un système, etc., qu'Arthur va réformer, mais je trouve qu'il y a quand même cette valorisation de l'individu aussi, beaucoup tout au long du film de Boorman. Et par rapport à cette séquence assez incroyable, effectivement, où Arthur va se faire adouber par Urien en tant que chevalier, j'avais remarqué, en le revoyant, ça dure quelques secondes, hein, c'est pas si long, mais quand même, c'est intéressant, c'est que toute cette quand Arthur arrive, puis commence à se battre, il y a comme ça quelques secondes de heurts, et à ce moment-là, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Il y a juste le bruit des armes. Et j'avais trouvé qu'il y avait comme ça, que la reconstitution de Boorman, peut-être de ce Moyen-Âge, et là pour le coup, on va en parler, je me disais, mais est-ce que le film, d'un point de vue de médiéviste, hein, pour le coup, est-ce que le film simplifie ou transforme les valeurs du Moyen-Âge pour le cinéma? Ça les simplifie au sens où on efface tout un aspect qui est l'aspect chrétien. En tout cas, on efface une grande partie de cette lecture-là qui est extrêmement présente dans toute la pensée médiévale. On ne peut pas penser autrement, en fait, globalement, qu'à travers les religions monothéistes, surtout dans les textes arthuriens. Et chez Malory, par exemple, Arthur doit retirer l'épée du rocher à plusieurs reprises parce que à chaque fois, c'est une nouvelle fête religieuse, il le fait à la Pentecôte, etc. Parce qu'à chaque fois, on fait venir d'autres seigneurs qui viennent observer le prodige, parce qu'il faut que tout le monde le voit. Mais on profite comme ça des célébrations religieuses, et c'est une dimension qui va rester en fait tout au long de la pensée médiévale, mais qu'on retrouve donc dans l'ensemble de la légende arthurienne. Quand on adapte ça, j'ai envie de dire aujourd'hui, que ce soit au XXe ou au XXIe siècle, on n'a plus du tout la même lecture parce qu'on n'a plus du tout les mêmes codes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de religion monothéiste, mais ça n'influe plus autant sur la façon dont on conçoit l'existence, ce qui fait que très souvent, les réalisateurs, et c'est ce que fait Boorman, vont atténuer au maximum cette lecture, on va dire, religieuse chrétienne, notamment. Par exemple, hein, dans justement cette fameuse scène où Arthur retire l'épée chez Boorman, il y a une espèce de prêtre qui est là, parce qu'il est là avant pour bénir, et au moment où Arthur retire l'épée, il est endormi. Voilà, il est même pas conscient de ce qui se passe au moment où le plus grand prodige du Moyen-Âge se passe, voilà, juste à côté de lui. Donc, on a une façon d'atténuer au maximum. Alors, on a des éléments qui reviennent. On a le mariage d'Arthur et Guenièvre, par exemple. Mais là encore, on suppose que c'est avec un religieux, mais en fait, le personnage est quasiment absent, on l'aperçoit simplement, et à l'inverse, on va mettre l'accent sur le côté très romantique, avec cette avancée assez lente des personnages, et avec ces effets de lumière, notamment, hein, qui font des traînées un petit peu partout, mais qui donnent un côté vraiment comme avec des étoiles sur un fond très sombre. Donc on va accentuer ce côté romantique plutôt que la dimension liturgique, on va dire, de l'événement. Donc, à ce niveau-là, on
on efface presque certaines valeurs, ou en tout cas on les simplifie, parce que c'est plus des choses qui nous parlent à nous en tant que spectateurs contemporains. Donc on va nécessairement faire tout ça. Après, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus complexes, notamment vis-à-vis des personnages féminins, et notamment du personnage de Morgane, parce que certes, Boorman prend le texte de Malory, mais il réalise aussi son film après des siècles de réécriture de la légende du roi Arthur, des siècles où on a diabolisé ce personnage de Morgane et le personnage de Mordred. C'est vraiment les deux grands méchants de la légende. C'est ça. Ce qui fait que on va avoir une façon d'accentuer vraiment. Morgane est présente dans le texte de Malory, mais on n'a pas autant cette dimension sorcière comme on va pouvoir la voir dans le film. Là, on la voit en séductrice, parce qu'elle va vraiment séduire Arthur sous l'apparence de Guenièvre. Elle arrive aussi à séduire et à influencer Gauvin, puisqu'elle va se rapprocher de lui. Joué par Liam Neeson, d'ailleurs. Tout à fait. Très surprenant. Oui. Ah, gros casting dans ce film. Il faudrait qu'on en parle de ça. Oui, c'est un énorme casting. Le personnage que joue le rôle du Terpan Dragon, je me souviens plus le nom de l'acteur. Mais Gabriel Byrne, ouais. Gabriel Byrne, que certains ont découvert dans Usual Suspect et qui avaient oublié que c'était un grand acteur de théâtre. Non, mais voilà, il y a pas mal de. Mais pardonnez, je te laisse terminer, mais je voudrais revenir après. Je te poserai une question sur ça, sur comment le film regarde les femmes aussi. Et ça, c'est peut-être ça peut être intéressant d'en parler, surtout en 2026 pour le coup. Oui, peut-être. Il y a bizarrement encore des choses à dire. Mais effectivement, sur le personnage de Morgane, on va retrouver un peu tous les clichés autour de la sorcière. Parce que voilà, on a cette femme séductrice, en plus habillée avec des tenues à la fois très exotiques et très sombres. Elle est associée au serpent dans le film. Il y a ce côté à la fois très attirant et très froid et très inquiétant du personnage. Donc on va jouer sur cette facette de la sorcière manipulatrice. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à la fin, on retrouve l'autre image de la sorcière, la vieille femme qui fait peur, et qui fait tellement peur que son fils va la tuer, globalement. Donc on a vraiment accentué toute cette dimension néfaste du personnage de Morgane, qui manque peut-être un petit peu. J'aurais forcément aimé que le personnage soit beaucoup plus développé, parce que je trouve que c'est un personnage et une interprète fascinant. Mais Boorman nous donne des bribes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement méchante parce qu'elle est méchante, comme on peut la voir parfois, ou parce qu'elle est avide de pouvoir. On a malgré tout l'idée que, comme Merlin, elle a une forme de pouvoir magique, puisqu'elle peut voir à travers les illusions, à travers les apparences. C'est comme ça qu'elle voit que l'homme qui couche avec sa mère n'est pas son père, mais est Uther Pendragon. Donc c'est une enfant qui voit au-delà des apparences. Et elle va être mise de côté pour ça. Alors que Merlin, justement, qui a beaucoup de points communs avec elle, pourrait la prendre sous son aile et pourrait la former. Il la rejette à plusieurs reprises, d'ailleurs, pour préférer ce petit garçon qui est Arthur. Donc, on a aussi une forme de rivalité fraternelle, j'ai envie de dire, et une espèce de violence du rejet de Merlin, de la mort de son père, etc. Enfin, on a tous ces espèces de traumatismes aussi d'enfance qui sont présents et qui permettent de contribuer à expliquer un petit peu comment Morgane devient ce qu'elle devient. Et voilà, j'aimerais bien aussi qu'on ait un peu les années d'entre-deux, mais c'est pas l'objet du film, mais on sent que c'est malgré tout présent, en tout cas de façon au moins sous-jacente. C'est un aspect que Boorman ne néglige pas et qui donne quand même à ce personnage de Morgane une profondeur assez importante. Moi, j'aime beaucoup cette réplique de Morgane quand elle est vraiment enfant et qu'elle voit Merlin qui emporte le bébé Arthur et qu'elle lui demande Are you the father and mother of the child? Est-ce que tu es à la fois le père et la mère de l'enfant maintenant? Et Merlin est un peu démuni face à cette question et il s'en va. Mais on a cette espèce de conscience déjà très nette de ce personnage, parce qu'elle a une dimension magique, etc. Mais
Voilà, on sent que c'est un personnage qui, dès l'enfance, est bien construit et que ça va pas simplement devenir une sorcière par la suite. C'est un peu plus compliqué, l'air de rien. Je disais au début de cette émission, avoir découvert le film pratiquement, oui, vers l'enfance, et que j'avais dit en gros que la première sensation que j'avais eue, c'est effectivement les scènes de sexe, mais avec le recul, elles disent beaucoup de choses. Et là, pour le coup, on pourrait certainement en parler, mais de manière cinématographique, c'est-à-dire que tu évoquais le moment où Arthur découvre l'infidélité, enfin, et comment dire, et conforté dans l'idée de l'infidélité de Guenièvre. Et décidément, les femmes, elles prennent cher dans ce film. C'est compliqué dans la légende arthurienne en général. Elles prennent cher dans ce film. Et là où je veux en venir, c'est que donc à chaque fois qu'il y a effectivement une scène de sexe, il y a comme si le film change de rythme, change d'ambiance. Il y a une mise en scène qui en découle. L'infidélité de Guenièvre, le désir plus ou moins inavoué de Merlin vis-à-vis de Morgane. Et là, il se passe quelque chose, c'est il y a une espèce de, il y a la quête du Graal qui arrive. Et là, le film prend une autre tournure, une autre manière une autre ambiance très surréaliste, plutôt très fantastique. On ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop où on se trouve. On est à l'image de Perceval. Qu'est-ce que tu penses de cette manière qu'a Boorman, pour le coup, de montrer cette chute et cette renaissance à partir de ce moment-là, et peut-être par rapport aux scènes de violence ou de sexe qui parfois se rejoignent aussi pour le coup. Oui, tout à fait. Je trouve que Boorman soigne, de toute façon, il soigne très très bien la réalisation dans ce film. De façon générale, il sait quand même ce qu'il fait. Mais effectivement, on a une façon, moi je suis assez sensible à la photographie notamment, et il arrive à créer des ambiances dans l'ensemble de ces plans qui permettent justement de nous faire ressentir les choses, j'ai envie de dire, avant même que les personnages agissent, simplement dans cette espèce d'atmosphère. On a en plus un espèce de, un espèce de filtre un petit peu merveilleux par moment qui va permettre d'accentuer des effets lumineux, notamment. Mais ça va permettre, je pense notamment à toutes les scènes qui sont dans l'espèce de caverne, espèce de grotte avec tous les pierres précieuses, je sais pas comment on dit, là, les gemmes qui apparaissent et qui permettent, alors notamment à Merlin, de voir des choses qui se passent, et ensuite à Morgane d'avoir aussi accès à cette connaissance. On sent clairement qu'on est dans un monde différent, mais il y a cette espèce à la fois d'aspect très réaliste, j'ai envie de dire, dans les décors, on est sur des effets spéciaux qui restent très limités, même dans les années 80. Mais on a cette atmosphère qui est mise en place par des jeux de lumière, notamment, et des effets c'est pas vraiment d'ombre, mais c'est des espèces de pénombre, plus exactement, qui vont permettre justement à la fois de voiler et de mettre en évidence. Et autour de Merlin, c'est vraiment marquant, justement à partir du moment où il y a cette influence de Morgane autour de lui. Merlin, quand on le voit arriver au tout début du film, il marche sur un chemin, Uther lui reproche d'être en retard ou quelque chose comme ça, et il explique que wizard is never late, hein, c'est un peu le principe. Il arrive quand il arrive, et parfois il donne, mais c'est à lui de décider, c'est lui qui gère. Mais il y a cette espèce de décor assez ouvert. Merlin, ça paraîtrait presque être un être humain comme tout le monde, mais plus on avance, plus on a, notamment justement à partir de ces moments de bascule où Morgane va prendre de plus en plus de place, autour de Merlin aussi, ça se resserre, et on a moins de luminosité, et on a moins de décors très ouverts, et on va avoir de plus en plus ce piège qui se referme autour de Merlin. Et je trouve que ça, c'est très très bien fait dans cette esthétique, parce que justement, c'est ce que va devenir Merlin, hein, dans la légende. Alors, selon les textes, d'habitude, c'est plutôt Viviane, Nimue, ou la Dame du Lac, tout ça, c'est un peu la même personne, qui va devenir son élève et qui finit par retourner les secrets de Merlin contre lui et par l'enfermer dans une prison
alors une prison de verre, une prison d'air, selon les textes, un endroit où il est toujours vivant, mais où il est enfermé et où il ne peut plus agir sur le reste de l'humanité, ce qui est quand même assez horrible hein, comme punition. Mais là, encore une fois, Boorman fusionne deux personnages de tradition de la légende arthurienne pour donner ce rôle aussi à Morgane. Mais je trouve que voilà, la façon dont il a construit petit à petit l'évolution des décors autour de Merlin, ça permet de voir qu'à partir du moment où Morgane se rapproche, on va avoir petit à petit voilà, cet enfermement jusqu'au moment où il va véritablement disparaître. Mais voilà, ça se construit petit à petit. C'est pas simplement au moment à la scène vraiment où Morgane va intervenir. C'est quelque chose qui est beaucoup plus long et beaucoup plus progressif dans cette construction. Donc je trouve que il a vraiment pensé ces séquences, certes avec des atmosphères différentes et avec vraiment même des styles narratifs qui évoluent, mais tout est lié, bien sûr, avec une narration complète. Et j'ai envie de dire, dès le début du film, en fait, il pose des jalons pour la fin. Et donc, on va avoir vraiment cette construction très progressive jusque dans l'esthétique, justement. Il y a aussi l'élément de la bande originale, de la musique, de la symphonie. Et est-ce que ça aussi, ça donne au film, ce choix-là de Boorman, ça donne au film un cachet, oui, à quelque chose qui épouserait peut-être l'ambiance ou le narratif d'un opéra. Oui, alors c'est exactement ça, c'est que on a plusieurs scènes où on va vraiment avoir une dimension épique, alors dans l'image, mais avec en plus la musique. Si vous nous écoutez et que vous avez l'occasion de voir Excalibur sur grand écran au cinéma, hein, de temps en temps, ils refont des projections. Moi, ça me fait des frissons à chaque fois, c'est absolument fabuleux. Ne serait-ce qu'au tout début du film, on a on a le texte explicatif, etc. Et on a tout de suite la violence avec les flammes. Voilà, les gens combattent, il fait nuit, on a juste quelques incendies qui permettent de voir ce qui se passe globalement. Mais on a en fait la musique qui va monter petit à petit et jusqu'à ce titre Excalibur qui vraiment nous met, voilà, ça nous plonge tout de suite on va être dans quelque chose de grandiose. Et il y a pas mal de scènes, la musique est vraiment très très belle sur l'ensemble du film, mais on a quelques scènes comme ça où vraiment la musique nous attrape et nous montre que là, on est dans un grand spectacle. Et c'est pour ça que je vous parle de le voir sur un grand écran, parce que c'est vraiment profiter de la claque que ça implique. Alors, il y a plusieurs moments hein, qui fonctionnent très bien comme ça, mais forcément, moi, je pense à ce moment où, une fois que le Graal a été trouvé et rapporté à Arthur... je suis d'accord. C'est ça. Je pensais à cette séquence. Mais forcément, le moment où Arthur va repartir avec ses chevaliers et où on a toute la cavalcade comme ça, avec cette musique qui nous enveloppe complètement pendant que les arbres se remettent ils retrouvent des feuilles, ils retrouvent des fleurs. C'est ça, ouais. C'est une vraie claque, toute cette séquence. Sachant qu'en plus, on a un contraste hein, avec la façon dont on a vu Arthur vraiment au 36e dessous, juste avant. Il faut le faire boire pour qu'il puisse boire dans le Graal, etc. Et on a presque d'un seul coup vraiment cette reverdie et ce renouveau de la musique du coup, le nom du compositeur m'échappe là à ce moment-là, évidemment. Mais on va retrouver. Oui, non, mais on va retrouver. Oui, c'est tellement évident qu'on l'a oublié. Voilà. On s'excuse, c'est pas grave. Allez. Désolée. Mais effectivement, et vraiment, Boorman utilise toutes les capacités de l'orchestre. Carmina Burana. Merci, les Carmina Burana. Voilà, ça voulait pas revenir. Et Boorman utilise toutes les capacités de l'orchestre, justement, pour voilà, là on a à ce moment-là, plein de moments, on a les cuivres qui résonnent, on a des choses comme ça, et on a vraiment tout ce côté épique avec toute la glorification de la chevalerie. Et c'est intéressant que je prenne ces deux scènes, c'est que au tout début, on a justement cette musique très inquiétante parce que ça nous montre la guerre telle qu'elle est faite par Uther, et ensuite, on a Arthur qui certes part au combat avec tous ses chevaliers et son armure rutilante qui brille de partout, mais cette fois, il va pour combattre, pour combattre ses propres erreurs, en l'occurrence, incarnées par Mordred. Mais c'est le roi qui a retrouvé sa force, qui va pour combattre pour le bien, pour quelque chose de collectif et de constructif.
Et là, on a la musique qui, comme ça, nous emporte dans cette chevauchée, et c'est magnifique. Et puis il y a aussi autre chose qui est très très beau, une chose très belle, pardon, c'est que autant au début du film, Uther cherche auprès de Merlin qui va finir par lui remettre cette épée. Là, cette fois-ci, Arthur, on va lui remettre cette épée, mais ça n'est pas Merlin, ça n'est Mm. pas un homme, c'est une femme, c'est Guenièvre. Je trouve ça magnifique pour le coup. Oui, oui, oui. Et là, moi, je peux pas m'empêcher de penser au côté très, justement, très Seigneur des Anneaux Mhm. dans tout ce passage, parce que je trouve qu'il y a il y a une élégance qu'on va qu'on va redonner à Guenièvre, qu'on n'a pas autant chez Malory. Clairement, chez Malory, on a la suite de l'histoire de Guenièvre, de Lancelot, de plein de gens, même après la mort d'Arthur. On sait que notamment Guenièvre et Lancelot finissent leur vie tous les deux dans des couvents, globalement séparés. Guenièvre, elle va avoir une énorme influence sur une jeune génération, etc. Elle va être très respectée. Mais justement, elle est vraiment à l'écart de cette dimension épique qu'on peut avoir. Là, on a une façon de partager ce moment qui, elle contribue justement au fait que Arthur redevienne Arthur. Voilà. Elle va jouer un rôle sur ça. Et on a à la fois une scène d'adieu, hein, clairement, mais qui est une scène, j'ai envie de dire, d'un point de vue amoureux, c'est une très très belle scène aussi. Voilà, très Elle s'ex- tragique. Voilà, elle s'excuse, mais je crois que lui aussi s'excuse. Bon, il y a quelque chose de cet acabit-là, si j'ai Tout bonne à mémoire. fait. Ouais. Et Arthur, lui, voilà, on comprend que dans une autre vie, ça se serait passé autrement, etc. Ils ont des regrets tous les deux, Mm. mais on sent qu'ils s'aiment aussi tous les deux. Et il y a cette beauté qui permet de ne pas terminer sur l'image de Guenièvre adultère et de la méchante reine qui a trahi le gentil roi, globalement. Donc c'est une façon aussi de redonner une belle place à Guenièvre et de montrer aussi que, bah, justement, elle aussi joue un rôle dans la construction d'Arthur en tant que souverain légendaire, en fait. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le film. Le film est totalement disponible en DVD ou en Blu-ray. Juste peut-être une dernière question. Est-ce qu'on peut dire que qu'Excalibur, ce serait un film, pour le coup, profondément mélancolique, mais mélancolique sur l'impossibilité de faire durer pardon, une sorte d'idéal politique? Oui, je pense clairement parce que c'est quelque chose qu'on a déjà chez Mallory, justement. Cette Mhm. espèce de nostalgie et en même temps de conscience que tout ça, c'est de la légende et que ça ne peut pas durer, ça ne peut pas fonctionner comme ça sur le long terme. Et je pense qu'on retrouve un petit peu ça dans le film de Boorman, cette idée que on veut y croire, on veut rêver, on veut voir qu'il y a des possibilités, mais on a aussi conscience que tout ça, c'est un rêve. Tout ça, c'est quelque chose qui est que temporaire. Au passage, hein, le film, donc voilà, c'est développé dans les années 70, il paraît sur les écrans en 81. On est aux États-Unis, on est donc pas si longtemps que ça après Kennedy. Et ça, c'est pas rien non plus, puisque Kennedy, donc entre les années 60 et 63, hein, jusqu'à son assassinat, alors Kennedy a ses qualités et ses défauts d'un point de vue alors politique, c'est sûr, d'un point de vue humain aussi, même si bon voilà, comme nous tous, j'ai envie de dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kennedy, alors par l'influence de son épouse, hein, Jackie Kennedy, ou de sa veuve en l'occurrence, a eu vraiment une aura qui a été construite a posteriori. Et en l'occurrence, le personnage, j'ai envie de dire, de Kennedy a été énormément associé au roi Arthur par justement cette influence de Jackie Kennedy, qui va faire le parallèle avec la comédie musicale Camelot, qui date de 1960, hein, créée par Alan J. Lerner et Frédéric Lowe, d'après le texte de Terence Henbury White, qui lui-même réécrivait Mallory, hein, donc on est toujours sur les mêmes références. Mais il y a cette chanson hein, dans la comédie musicale qui parle de Camelot comme one brief shining moment, l'idée d'un moment lumineux dans l'histoire, mais qui a été trop bref.
Et Jackie Kennedy va entretenir en fait tout ce discours par la suite, qui va être repris partout dans la presse, montrant que les années de présidence de Kennedy, ça a été one brief shining moment, comme le règne d'Arthur. Ça a fini en tragédie, mais c'était un beau rêve le temps que ça a duré. Et je trouve que dans le film de Boorman, on retrouve un petit peu ça. On n'est pas du tout dans la même logique que les années Kennedy, mais on retrouve un petit peu cette idée de on sait que ça va finir en tragédie, mais on veut malgré tout croire au rêve tant qu'on peut. Et l'histoire d'Arthur est vraiment très bien conçue pour ça, parce que on a beau la connaître depuis des siècles, on a eu énormément de réécritures. Oui. Globalement, c'est une tragédie, puisque de toute façon, ça ne peut que finir par la mort des personnages, et dans le cas d'Arthur, une mort tragique, intrafamiliale, etc., avec des déchirements de partout, globalement. Mais malgré tout, c'est une histoire qui continue à faire rêver systématiquement. On continue à la mettre en scène à chaque fois. Et je trouve que c'est intéressant qu'on soit toujours autant fasciné par cette histoire tragique, mais qui nous permet malgré tout de rêver pendant un one brief shining moment, pendant un bref temps. J'étais en train de me dire, mais c'est une boutade pour le coup, période Kennedy, qui serait Lancelot? Et je ne sais pas pourquoi, c'est une bêtise, je l'avoue. Je voyais Frank Sinatra. Ouh! Écoute, c'est une mise en scène que j'aurais beaucoup voulu voir. Pourquoi pas? Voilà, Frank clairement. Sinatra. Ou alors Dean Martin. Je préférais plutôt Dean Martin. C'est sympa, Dean Martin. Le Dans pauvre Dean Martin. Dans la comédie musicale originale, en 1960, c'était Robert Goulet qui jouait Lancelot. D'accord. Et on D'accord. avait, que je dise pas de bêtises, Richard Burton qui jouait Arthur, et Julie Andrews, magnifique, Sainte Julie Andrews, qui interprétait Guenièvre. Voilà. Donc il y a plein de vidéos qui tournent un petit peu partout sur Internet, si vous avez l'occasion. C'est chouette. Mais je crois que le film est je crois qu'il y a eu aussi une adaptation hollywoodienne, Kaamelott, si je me Alors trompe pas. oui, en 67, si je dis pas de... Joshua Logan, c'est bien lui, Oui, je crois. tout à fait, avec Vanessa Redgrave dans le rôle de Guenièvre, et Richard Harris, C'est ça. avant d'être Dumbledore et avant d'être Voilà. tout ce qu'il a pu faire, il a interprété le roi Arthur, beaucoup moins guerrier, beaucoup plus philosophe, et très très drôle aussi. Richard Harris, il avait une ampleur de jeu, je trouve, à la fois de la comédie à la tragédie, qui était fabuleuse. Avant qu'il devienne l'homme nommé cheval dans les westerns dans les années 70. Mais ça c'est autre chose, c'est une autre histoire. Exactement. En tout cas, revoyez vraiment ce film Excalibur. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sous la vidéo. On y répondra avec plaisir. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On a certainement oublié plein de choses. Voilà. En tout cas, c'était un vrai plaisir de renouer le dialogue avec toi, Justine. Tu reviens quand tu veux. Et encore merci de nous avoir consacré un peu de ton temps pour nous parler de ce film de John Boorman. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Très vite. Générique. Upper eyes in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and